Les gars, aujourd'hui, on va parler de l'affaire Cain Velasquez. Il y a eu pas mal de confusion. Je suis sûr que certains d'entre vous ont vu passer l'information, mais n'ont pas forcément compris les tenants et les aboutissants, les détails de la peine. Il y a pas mal de médias qui ont simplement annoncé qu'il avait été condamné pour 5 ans de prison. Mais on va voir que finalement, il va pas vraiment faire 5 ans de prison. On va parler de tout ça. On va aussi parler des tenants et des aboutissants en termes de faits. Déjà, Cain Velasquez, c'est pas n'importe qui. Il y a une raison pour laquelle il a autant de personnalités qui le soutiennent. Si c'était un combattant comme Bryce Mitchell ou je sais pas un autre combattant, évidemment qu'il n'aurait pas été autant défendu et autant soutenu par des personnalités influentes comme Dana White, Khabib Nurmagomedov et d'autres combattants ou autres personnalités du monde des sports de combat. Parce que oui, il y a plus de 35 personnalités qui ont envoyé des lettres aux juges chargés de l'affaire pour exprimer leur soutien à Cain Velasquez, ou bien ils ont juste fait des déclarations publiques pour soutenir Cain Velasquez publiquement, parmi lesquels Dana White, Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev, Daniel Cormier, Kamaru Usman, Rey Mysterio, le catcheur, Henry Cejudo, Yair Rodriguez, Brandon Moreno, Kelvin Gastelum, etc. Mais le but de ces lettres, c'était quoi? Il y avait deux buts à ces lettres. C'était premièrement de souligner l'aspect humain et compréhensible de l'acte de Cain Velasquez. On va revenir sur les faits, donc pour ceux qui découvrent cette histoire, vous allez comprendre pourquoi c'était compréhensible que Cain Velasquez tente de blesser fatalement à l'arme à feu l'agresser, entre guillemets. Parce que oui, l'agresser, la victime dans le cas de Cain Velasquez, c'est peut-être en fait bien l'agresseur dans l'histoire. Et le deuxième but de ces lettres, c'était de montrer au juge que Cain Velasquez, c'est un personnage public, respectable, honorable, qu'il a apporté énormément au sport, que c'est un artiste martial qui respecte les codes martiaux, etc. Que c'est une icône bien au-delà du sport, que c'est vraiment une personnalité honorable et pas un danger pour la société. Parce qu'évidemment, la raison pour laquelle on lui avait refusé la première libération sous caution, c'était parce qu'on considérait qu'il allait soit tenter de terminer le travail, parce qu'il n'a pas réussi à tuer du coup la personne qu'il visait, et le juge pouvait facilement se dire, ok, c'est un combattant professionnel qui est rempli de rage, donc c'est un danger pour la société. Le but de ces lettres de Dana White, de Khabib, etc., c'était d'omettre un peu cette hypothèse, de la sortir de la tête du juge, d'insister sur le fait que Cain Velasquez, c'est justement un combattant qui est connu pour sa gentillesse, pour son humilité à l'extérieur de la cage, etc. Parce qu'il aurait été très facile pour un juge qui ne connaît pas le sport de faire l'amalgame. Et je vais vous expliquer pourquoi ces lettres ont quand même eu un impact, même si elles n'ont pas eu un impact direct, elles ont eu un impact sur le juge. Mais avant qu'on se penche là-dessus, il y a sûrement des gens qui se demandent, mais pourquoi autant de soutien de la part de personnalités publiques, alors qu'aux yeux de la loi, Cain Velasquez est clairement coupable. Du moins, l'acte auquel il s'est livré est clairement un acte criminel, entre guillemets. C'est même pas entre guillemets, c'est clairement un acte criminel. Alors pourquoi autant de soutien? Tout simplement parce que Cain Velasquez, c'est une légende absolue du MMA. C'est un des meilleurs poids lourds qu'a connu l'UFC. On peut facilement le mettre top 3. Il était devenu champion face à Brock Lesnar, puis il avait perdu son titre face à Junior Dos Santos, mais il l'avait remporté lors de la revanche. Il avait re-remporté son titre. Donc c'est un des rares 2 fois champion de cette catégorie poids lourd à l'UFC. Et en plus de ça, il avait gagné la trilogie un peu légendaire entre lui et Junior Dos Santos. Donc c'est vraiment un combattant qui est dans le cœur des fans. Il était particulièrement reconnu pour son cardio qui était impressionnant pour un heavyweight. Au total, il compte 12 victoires à l'UFC. Il a affronté les meilleurs. Et d'ailleurs, la manière dont il a pris sa retraite est un peu tragique. C'était après s'être pris un KO au premier round par Francis Ngannou. Les seuls poids lourds contre qui il a perdu, c'est Junior Dos Santos. Et il a gagné 2 fois après. Francis Ngannou et Fabricio Verdum, qui est lui aussi considéré comme un des meilleurs poids lourds de l'histoire. Donc voilà, Cain Velasquez, c'est vraiment une icône, une légende de l'UFC. C'est la raison pour laquelle il est autant soutenu. Et la raison aussi pour laquelle il est autant soutenu, c'est parce que son acte est plutôt justifié. Comme vous le savez, il a été reconnu coupable d'une tentative de meurtre. Il a blessé par balle une personne qui était en voiture avec 3 autres personnes. Il a mis en danger les personnes qui étaient sur la route. Il a mis en danger les personnes qui accompagnaient la personne qu'il visait vraiment. Ce qui était complètement inconscient, mais qui est assez compréhensible quand on connaît le contexte. Le contexte, c'est que Cain Velasquez avait un fils qui déposait dans une garderie qui était dans la maison d'une personne. Cette personne, elle s'appelle Patricia Goularte. Patricia Goularte, dans sa maison, elle recevait les enfants du voisinage. Le fils de Cain Velasquez était déposé dans la maison de Patricia Goularte, mais dans la maison de Patricia Goularte, il y avait également son fils qui avait un peu plus de 40 ans et son fils qui a un peu plus de 40 ans et qui vit encore chez sa mère. Du coup, il avait accès à tous les enfants. Son fils s'appelle Harry Goularte et c'est lui que Cain Velasquez visait pendant la fusillade. La raison pour laquelle Cain Velasquez s'est attaqué à lui, c'est parce que il a parlé à son fils, donc Cain Velasquez et sa femme ont parlé à leur fils, et apparemment leur fils a accusé Harry Goularte d'avoir été coupable d'attouchement à son égard. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, les seules preuves qu'on a pour appuyer le fait qu'il y a eu effectivement des attouchements, c'est le témoignage du fils. C'est une preuve assez faible, et c'est la raison pour laquelle Cain Velasquez n'a pas été particulièrement favorisé par la justice. Si les attouchements avaient pu être prouvés rapidement, alors Cain Velasquez aurait été, en tout cas, son acte aurait été plus compris par la justice. Là, ce qui s'est passé carrément, c'est que Cain Velasquez, dès février 2022, il a été arrêté et il a été mis en détention provisoire pendant 8 mois. Après sa détention provisoire, il a été assigné à résidence avec un bracelet électronique, alors que pendant tout ce temps, Harry Goularte, celui que le fils a accusé,
était lui en liberté. Donc c'était une situation vraiment particulière qui a causé pas mal d'outrages auprès de Joe Rogan, de Dana White, etc. Parce qu'on avait d'un côté un child molester qui était complètement en liberté et Cain Velasquez qui a littéralement fait ce que n'importe quel père de famille dirait qu'il ferait en cas d'agression sexuelle sur leurs enfants, mais lui il a eu vraiment le courage de le faire pour le coup, et c'est lui qui se retrouve condamné entre guillemets dans cette situation. L'accusation exacte du côté d'Harry Goularte, c'est qu'il a agressé sexuellement le fils de Cain Velasquez qui avait 4 ans au moment des faits, et ça plus de 100 fois. Pas étonnant que Cain Velasquez ait décidé de se faire justice lui-même. Ce qui s'est passé, c'est que Cain Velasquez a tout simplement poursuivi Harry Goularte sur l'autoroute. Il n'y avait pas que Harry Goularte dans la voiture, il y avait également Patricia Goularte, donc sa mère, et le beau-père de Harry Goularte, le beau-père d'Harry Goularte, qui lui a été touché. Cain Velasquez n'a pas réussi à toucher Harry Goularte, il n'a pas touché la mère, mais il a touché du coup le beau-père qui lui a été blessé au bras et aux pectoraux. Si je me trompe pas, en tout cas il a bien été blessé, son pronostic vital n'a jamais été mis en jeu, mais il a bel et bien été blessé par balle. Le problème dans cette situation, c'est que Cain Velasquez, du coup, il a commis plusieurs crimes. C'est pas juste une tentative de meurtre, c'est également le port d'une arme sur la route, le fait d'avoir vidé son chargeur sur la route, d'avoir mis en danger tous les autres civils qui, eux, n'avaient rien à voir dans cette histoire, qui auraient pu se prendre une balle perdue, le fait de rouler à une vitesse qui excède la limite autorisée, et donc d'encore une fois mettre en danger les civils autour de lui, tout ça, ça s'accumule, et il faut savoir que la crainte qu'on avait pour Cain Velasquez dans cette situation, c'était qu'il finisse par se prendre 20 ans minimum. On parlait de 20 ans minimum au début de cette affaire, on est loin des 20 ans aujourd'hui, on entend 5 ans, et finalement c'est peut-être encore moins que ça. En effet, on entend que Cain Velasquez a été condamné à 5 ans de prison, mais il va pas rester en prison jusqu'en 2030. La peine s'applique à partir du moment de l'arrestation, donc en février 2022, ce qui veut dire qu'il devrait sortir en février 2027, et il risque même de sortir avant ça, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, il y a pas mal de remises de peine, que ce soit pour bonne conduite ou que ce soit pour les efforts de réhabilitation de la part des incarcérés. C'est la raison pour laquelle certains médias américains expliquent que Cain Velasquez va simplement passer un peu moins de 2 ans en prison, donc si évidemment il respecte tout ce qui est bonne conduite, les obligations qu'il a pour assurer et optimiser sa réhabilitation. Donc on pourrait carrément assister à une libération anticipée en 2026 pour Cain Velasquez, ce qui est encore une fois assez surprenant et de bon augure finalement pour Cain Velasquez qui, comme je l'ai dit, aurait pu prendre jusqu'à 20 ans, surtout que ça s'est passé en Californie et que le gouvernement californien, comme l'a rappelé Jorge Masvidal, c'est pas le gouvernement où Cain Velasquez avait le plus de chance, disons. On sait que la Californie, c'est un endroit qui est encore très woke, très de gauche, et les personnalités comme Joe Rogan, Dana White, Cain Velasquez, les combattants, l'UFC elle-même est plutôt vue comme une organisation de droite, Joe Rogan est vu comme une personnalité de droite, Dana White pareil, donc il partait pas avec toutes les chances de son côté, Cain Velasquez dans cette histoire. C'est en plus une situation où clairement il était en tort, parce qu'on n'est pas censé se faire justice soi-même, en tout cas aux yeux de la loi. Maintenant c'est là que je demande votre avis. Est-ce que selon vous, Cain Velasquez a bien fait de tenter de se faire justice lui-même, en tout cas aux yeux de la loi, pour l'ordre de la société, pour la sécurité des civils qui, particulièrement dans cette situation, ont été mis en danger pour une raison qui ne les concernait pas? On pourrait très bien comprendre que des gens disent que Cain Velasquez mérite de subir une plus grosse peine et d'être enfermé, que c'est un réel danger pour la société, tout comme je comprendrais ceux qui disent que à cause de la gravité de l'acte commis sur son fils, si vraiment il est avéré, alors oui, ce que Cain Velasquez a fait est complètement compréhensible. Donnez-moi votre avis en commentaire. On a vu qu'il y a quand même des gens qui sont outrés du fait qu'il ait quand même été reconnu coupable et qu'il subisse quand même une peine de prison, ce qui prête un peu à confusion du coup pour les personnes qui n'ont pas vraiment suivi l'affaire de près, parce qu'on a l'impression que finalement Cain Velasquez va bel et bien rester en prison jusqu'en 2030, que ça va vraiment impacter sa vie, etc. Alors, je dis pas que 1 an et demi de prison ne va pas impacter sa vie, je pense qu'il a été déjà assez impacté jusqu'à maintenant, mais je tiens quand même à préciser pour tous ceux qui n'avaient pas forcément compris, et ça m'étonnerait pas que ce soit pas la chose la plus évidente, en tout cas à première vue quand on voit passer l'information, c'est que les 8 mois qu'il a fait en détention provisoire comptent. L'assignation à résidence sous laquelle il était soumis, qui a eu lieu de 2022 jusqu'à 2025, elle compte. Donc c'est pas 5 ans à partir de maintenant, c'est bien 5 ans depuis le moment des faits, tout ça, ça compte, et on devrait voir le Mexicain sortir de prison courant 2026 et au maximum en 2027. J'espère avoir clarifié la situation pour vous. En parlant de Mexicains, on va justement ce week-end avoir l'UFC le plus mexicain de l'année. Il n'y a que des combattants mexicains sur la carte. On a Brandon Moreno mexicain, Manuel Torres mexicain, Kelvin Gastelum mexicain, américain d'origine mexicaine, Rosas Junior mexicain, David Martinez mexicain, ça ne s'arrête pas. Mexicain, on a un Bolivien, là Christian Rodriguez mexicain, américain d'origine mexicaine, lui pour le coup je pense que c'est juste un américain, et on a Markel Medeiros, américain d'origine mexicaine.
c'est l'UFC Mexico, donc Herzog contre Brandon Moreno. Je vous donnerai mes pronostics et mon analyse pour ce combat dans la prochaine vidéo. Je rappelle en attendant que vous pouvez vous aussi me donner vos pronostics et parier sur l'application Winamax. Winamax vous offre jusqu'à 110 € de bonus en ce moment. Il vous offre l'équivalent de votre premier dépôt jusqu'à 100 € plus 10 € supplémentaires avec le code KBA. Pariez responsablement et je rappelle que ces jeux sont strictement interdits aux mineurs. Pensez à mettre un like si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Karaté Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.